Chaque année, plus de 11 millions de tonnes de plastique se déversent dans les océans, l'équivalent d'un camion à ordures rempli de plastique qui est vidé toutes les minutes. Peu de gens réalisent qu'une bouteille en plastique peut persister dans l'environnement pendant des années. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Malgré ce tableau sombre, le plastique n'est pas complètement inutile après un seul usage. Bien qu'il ne puisse pas être recyclé indéfiniment comme le verre, la plupart des plastiques courants peuvent encore être collectés, nettoyés et transformés en nouveaux produits. Alors, comment ce processus se déroule-t-il exactement ? Pénétrons à l'intérieur de l'une des usines de recyclage du plastique les plus avancées au monde et assistons au voyage de renaissance d'un matériau à la fois essentiel et vivement débattu. L'histoire de la renaissance du plastique ne s'arrête pas à sa transformation en bouteille. Dans certains pays, comme Singapour, le plastique jeté est rarement recyclé en nouveaux produits. Au lieu de cela, la majeure partie est envoyée vers des usines massives de valorisation énergétique. À l'intérieur de ces installations, le plastique est brûlé dans des fours géants à des températures extrêmement élevées. Ce processus réduit le volume de déchets jusqu'à 90%, tout en générant de la vapeur pour actionner des turbines et produire de l'électricité pour le réseau national. Le modèle de valorisation énergétique est déjà adopté en Europe et au Japon, mais reste peu répandu ailleurs en raison des coûts d'investissement élevés et de l'énergie relativement bon marché. Le recyclage du plastique commence quand les bouteilles vides sont jetées. Des supermarchés, écoles et bureaux au quartier résidentiel, des millions de bouteilles sont collectées chaque jour dans des bacs de recyclage. Aux États-Unis, seulement 10 États comme la Californie, l'Oregon et le Michigan appliquent un système de consigne. Les consommateurs paient un petit dépôt lors de l'achat d'une bouteille. Grâce à cela, le taux de récupération dans ces États est le double de la moyenne nationale. Des équipes de travailleurs et de camions spécialisés se déplacent dans les villes, ramassant des sacs remplis de bouteilles et les compressant dans d'énormes conteneurs. Chaque camion peut transporter environ 20 tonnes de plastique en un seul voyage. À la station de transfert, des dizaines de tonnes de bouteilles cascadent sur la cour, formant des montagnes géantes qui brillent sous le soleil. Ces piles massives entrent ensuite dans la ligne de traitement, où la technologie moderne les transforme en matériaux propres, prêts pour la renaissance. Pour transformer les piles chaotiques en flux uniformes, l'étape suivante est le tri préliminaire. Il existe 7 types principaux de plastique sur le marché, mais seuls le PET et le HDPE sont régulièrement transformés en nouveaux produits. Le processus se concentre donc sur ces deux plastiques. Les déchets sont versés dans un énorme tambour rotatif en acier couvert de trous. La poussière et les minuscules fragments tombent à travers les ouvertures, tandis que les bouteilles plus grandes continuent. Le flux est ainsi séparé par taille. Un tapis roulant transporte ensuite les plastiques vers la zone de tri manuel. Des travailleurs retirent rapidement les intrus. Canettes métalliques, sacs plastiques, cartons. Des coupeurs automatisés retirent les bouchons et étiquettes. Des capteurs magnétiques éjectent les morceaux d'acier. Le flux devient beaucoup plus uniforme, composé principalement de PET pur, prêt pour la prochaine étape. Les bouteilles triées entrent dans la chambre de broyage. Des centaines de lames en acier tournent à vitesse extrême. Chaque heure, ces machines traitent jusqu'à 1400 kg de plastique. Les montagnes de bouteilles deviennent fragments en quelques minutes. Ce processus présente un avantage crucial. Le plastique décomposé fond 40% plus rapidement, économisant énormément d'énergie et réduisant les coûts. Des caméras haute vitesse scannent chaque flocon, analysant sa couleur et sa structure en millisecondes. Si le système détecte un intrus, un jet d'air comprimé l'éjecte instantanément. La précision est stupéfiante. Un seul trieur optique traite plus de 10 000 fragments par seconde avec plus de 95% de précision, équivalent au travail de centaines d'ouvriers. Le résultat est un flux de matériaux purifiés, prêts pour la granulation. Les flocons triés entrent dans le système d'extrusion, où les températures augmentent considérablement. Sous chaleur intense, chaque fragment fond en un flux dense. Une vis massive tourne, mélangeant et poussant le plastique fondu vers l'avant. La pression augmente graduellement, forçant le matériau à travers des écrans ultra fins qui capturent les dernières impuretés. Le plastique fondu est ensuite coupé en minuscules granulés. Un refroidissement à l'eau solidifie immédiatement leur forme. Des millions de granulés sortent de la machine, secs et compacts, devenant la matière première pour de nouveaux produits. Ces granulés peuvent être vendus à des fabricants du monde entier ou utilisés directement pour créer de nouvelles bouteilles. Le matériau est introduit dans le système de chauffage à environ 250 degrés Celsius, puis passe à travers un moule. Le résultat est des pièces courtes en forme de tube à essai, les préformes. Chaque préforme a un corps épais avec le col déjà fileté pour le bouchon. Elles sont conçues pour résister à la chaleur et au stress mécanique. Leur taille compacte optimise le stockage et la logistique, permettant d'expédier des millions d'unités sans occuper trop d'espace. Les préformes sont réchauffées pour rendre le plastique malléable.
de l'air comprimé à haute pression est injecté à travers le col, faisant que les parois s'étendent et pressent contre un moule métallique. Une préforme de 10 cm peut s'étirer à 4 ou 5 fois sa hauteur originale. Cette technique ultra précise fabrique des milliers de bouteilles en quelques secondes. L'épaisseur des parois, la précision des filetages et le brillant sont constamment surveillés. Le résultat est une bouteille légère mais solide, résistante aux fuites et capable de maintenir sa forme sous pression. Après le soufflage, la bouteille est encore très chaude. Un système de refroidissement instantané utilise de l'air froid ou de l'eau circulante. Une bouteille atteint une température sûre en moins de 5 secondes. De nombreux systèmes récupèrent la chaleur libérée pour réchauffer l'eau ou l'air, économisant de l'énergie et réduisant les coûts. Toutes ces bouteilles sont maintenant prêtes pour la dernière étape. La ligne d'inspection utilise capteurs, caméras et dispositifs de mesure précis. Chaque produit est scanné pour détecter fissures, bulles d'air ou déviations. Des échantillons aléatoires subissent des tests mécaniques pour assurer la durabilité. Des analyses chimiques garantissent l'absence de substances nocives. Seuls les produits approuvés avancent. Ils sont collectés en lots, empilés sur palettes et enveloppés. Des palettiseurs robotiques arrangent des milliers de bouteilles avec précision. Chaque lot reçoit un code de traçabilité. De l'entrepôt, camions et conteneurs livrent vers supermarchés, usines de boissons et magasins. Le voyage se conclut ici, mais commence également un nouveau cycle. Aux États-Unis, seulement 5% des bouteilles en plastique sont réellement recyclées. La grande majorité finit dans des décharges ou des incinérateurs. Pendant des années, les États-Unis exportaient des millions de tonnes vers l'Asie. Mais en 2018, la Chine a interdit ces importations, forçant les États-Unis à affronter leur propre pile de déchets. Une partie continue d'être expédiée vers d'autres pays en développement, où elle est souvent déchargée directement dans les rivières et océans, alimentant la pollution mondiale. Du moment où elle est jetée au moment où elle revient sous une nouvelle forme, le voyage d'une bouteille révèle le pouvoir de la technologie. Chaque étape, collecte, tri, broyage, extrusion, moulage, soufflage, prouve que le déchet peut devenir ressource précieuse. Le produit final n'est pas seulement une bouteille, mais un rappel que les déchets peuvent renaître lorsqu'ils sont traités correctement. Et maintenant réfléchissez à ceci, peut-on encore se passer du plastique aujourd'hui ? Parce que, au final, il est partout dans notre quotidien, mais aussi au cœur d'un problème mondial. Alors indispensable ou beaucoup trop envahissant? Le débat est ouvert en commentaire. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Mais le plastique n'est qu'une partie du problème. Des milliards de canettes en aluminium sont elles aussi recyclées chaque année. 68 millions de tonnes. C'est la quantité d'aluminium que l'humanité consomme en une seule année. Un chiffre énorme qui s'étend des canettes de soda aux cadres de fenêtres et même aux ailes des avions géants. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment nous répondons à une demande si massive sans épuiser les ressources terrestres? La réponse réside dans une innovation révolutionnaire qui a transformé toute l'industrie, le recyclage de l'aluminium. Des déchets collectés, l'aluminium est trié, nettoyé, fondu et coulé sous de nouvelles formes. Chaque cycle de recyclage économise jusqu'à 95% de l'énergie nécessaire pour produire de l'aluminium neuf et permet au métal de renaître en 60 jours, conservant sa qualité originale à chaque fois. Pensez-vous que ces petites canettes autour de vous pourraient faire partie d'une révolution verte? Ne manquez pas cette vidéo où vous assisterez au voyage extraordinaire de l'aluminium. Des déchets jetés aux produits polis qui retournent à la vie quotidienne, brillant à nouveau. Contrairement à de nombreux autres métaux qui se dégradent en qualité à chaque cycle de recyclage, l'aluminium peut être réutilisé infiniment sans perdre ses propriétés originales. Cette caractéristique unique explique pourquoi près de 75% de tout l'aluminium jamais produit est encore en usage aujourd'hui. L'aluminium recyclé représente maintenant plus d'un tiers de l'approvisionnement annuel dans les pays développés, économisant jusqu'à 95% de l'énergie requise pour la production primaire, suffisamment pour alimenter des millions de foyers chaque année. Mais les avantages ne sont pas seulement économiques. Le recyclage de l'aluminium joue également un rôle environnemental critique. Chaque tonne d'aluminium recyclé prévient jusqu'à 9 tonnes d'émissions de CO2, ce qui représente des dizaines de millions de tonnes de gaz à effet de serre maintenues hors de l'atmosphère annuellement. Cet avantage est particulièrement crucial alors que l'industrie des véhicules électriques, l'énergie éolienne et solaire se développe, tous nécessitant de vastes quantités d'aluminium. Le voyage du recyclage commence par une étape qui peut sembler simple, mais qui détermine finalement l'efficacité de tout ce qui suit, la collecte des déchets d'aluminium. Ce système fonctionne à échelle massive, couvrant tout, des points de rachat de canettes de boissons et centres de tri municipaux au vaste réseau d'achat de ferraille industrielle.
Chaque année, des dizaines de millions de tonnes d'aluminium sont rassemblées d'innombrables sources, créant un flux constant qui alimente l'industrie du recyclage. Ce qui distingue l'aluminium, c'est sa valeur économique inhérente même au stade de la collecte. Une canette d'aluminium jetée vaut plusieurs fois plus qu'une bouteille en plastique, donnant aux individus et aux entreprises une forte incitation à retourner l'aluminium dans la boucle de production. Des camions chargés de canettes de bière et plateaux alimentaires au parc à ferraille étincelant de métal, l'étape de collecte est la véritable porte d'entrée vers la renaissance du métal. Depuis les points de collecte à travers le pays, des convois de camions chargés de ferraille d'aluminium arrivent régulièrement dans d'immenses zones de stockage. Chaque véhicule est pesé, enregistré, puis bascule son conteneur pour décharger la cargaison sur des tapis roulants qui alimentent la zone de stockage. Canettes de bière des supermarchés, plateaux alimentaires des quartiers et ferrailles d'aluminium industriel se rassemblent tous en piles imposantes de métal scintillant ressemblant à des montagnes d'argent. Sur place, des techniciens effectuent une inspection préliminaire rapide, signalant et rejetant rapidement toute charge contaminée par des impuretés excessives ou des matériaux dangereux. L'atmosphère dans le parc est toujours intense. Des milliers de tonnes d'aluminium arrivent quotidiennement, faisant de cette installation la véritable ligne de front du processus de recyclage. À l'installation de traitement, des flux de ferraille d'aluminium sont introduits sur de longs tapis roulants en mouvement continu. Des capteurs optiques agissant comme des yeux électroniques scannent des milliers de fragments par seconde, identifiant l'aluminium en fonction de sa couleur distinctive et de sa réflectivité lumineuse. Immédiatement après, des aimants puissants retirent tous les métaux ferreux, tandis que des jets d'air à synchronisation de précision soufflent l'aluminium loin des plastiques, papiers et débris plus légers. À travers plusieurs couches de séparation, le mélange de déchets autrefois chaotiques se transforme progressivement en flux plus uniforme d'aluminium, soigneusement regroupés en tas argentés étincelants. À partir de ce point, le flux d'aluminium est maintenant chimiquement cohérent et étroitement contrôlé, prêt à avancer plus profondément dans le processus de recyclage. Une fois séparée, la ferraille d'aluminium est introduite dans un système de déchiquetage massif. Des tapis roulants déversent constamment canettes de bière, plateaux alimentaires et ferrailles industrielles dans des rouleaux d'acier contre-rotatifs bordés de dents acérées. Avec une force de broyage intense, le métal se brise instantanément, envoyant des cliquetis métalliques aigus résonner à travers le sol de l'usine. En quelques révolutions seulement, des centaines de kilogrammes d'aluminium sont tirés et réduits en petits fragments. La machine fonctionne avec précision, presque comme si elle était préprogrammée. Des lames rotatives et des marteaux de broyage assistent les rouleaux, permettant au système de gérer même des pièces d'aluminium épaisses et rigides. Un système de tamis vibrant contrôle la taille de sortie, garantissant que tout l'aluminium déchiqueté est réduit à une dimension cohérente. Les fragments d'aluminium déchiquetés sont introduits directement dans des fours industriels, le cœur de tout le processus de recyclage. Selon le type de ferraille et l'usage final désiré, l'usine peut utiliser des fours à réverbères, fours rotatifs ou fours à arc électrique. Chaque type est un système d'ingénierie scellé, méticuleusement conçu pour contrôler simultanément 3 paramètres critiques: température, flux d'air et taux de mélange de matériaux. La température interne est maintenue de manière stable entre 660 degrés et 750 degrés Celsius, juste assez pour fondre l'aluminium sans vaporiser les composants d'alliage précieux. L'aluminium est chargé par la trappe supérieure ou une goulotte basculante, puis constamment remué soit par des palettes mécaniques, soit par des injections d'air contrôlées. Certains fours sont équipés de systèmes de récupération de chaleur pour maximiser l'efficacité énergétique. Tout au long du processus de fusion, des capteurs thermiques et analyseurs chimiques fonctionnent en continu, agissant comme l'essence du système, garantissant que chaque lot d'aluminium fondu répond aux spécifications techniques précises. Le four est l'étape culminante où tout converge. Pression, chaleur, réaction chimique et système mécanique s'entrelacent tous. Même après que l'aluminium a complètement fondu, il contient encore d'innombrables impuretés cachées, invisibles à l'œil nu. Oxyde d'aluminium, poussière de four, résidus de peinture et même huile ou graisse laissée de son cycle de vie précédent. Pour éliminer ces contaminants, l'usine réalise un processus de raffinage directement dans le four. La méthode la plus courante est le fluxage, l'ajout d'un agent de flux spécial dans l'aluminium fondu. En réagissant, le flux se lie aux impuretés pour former une légère couche de scorie flottante à la surface. Cette couche est ensuite écumée mécaniquement ou manuellement, laissant derrière un métal plus propre et raffiné. Dans les systèmes plus avancés, des gaz inertes comme l'argon ou le chlore sont injectés à basse pression. Une fois que l'aluminium fondu atteint la pureté désirée, il est dirigé vers la zone de coulée, où il commence à prendre sa première forme physique définie. C'est la transition cruciale du liquide au solide, d'une masse métallique amorphe à des unités structurées qui peuvent être mesurées et transportées.
L'aluminium est versé dans des moules faits d'acier, graphite ou matériaux spécialisés résistants à la chaleur selon le produit formé. La vitesse de coulée, la température du moule et l'intensité de refroidissement sont toutes précisément calibrées. Si versé trop rapidement, l'aluminium peut former des poches de gaz ou fissures de surface. Si le moule est trop froid, le métal peut se solidifier de manière inégale, conduisant à des défauts structurels internes. Dans de nombreuses installations modernes, le processus de coulée est entièrement automatisé. Une fois que l'aluminium se solidifie à l'intérieur du moule, un système hydraulique pousse doucement par le bas, libérant le métal solide des parois du moule en acier. Des pinces mécaniques saisissent le lingot lourd, pesant souvent des dizaines de kilogrammes, le soulevant de la rigole de coulée et le plaçant sur un convoyeur en acier parallèle. Le son du métal raclant résonne dans toute la fonderie, tandis que la surface de chaque lingot brille encore faiblement rouge de chaleur résiduelle. Après avoir été retirés du moule, les lingots d'aluminium sont transférés dans un four de préchauffage pour les ramollir, amenant le métal à la condition idéale pour le laminage. Une fois prêt, chaque lingot passe à travers un ensemble de rouleaux d'acier contre-rotatifs, où une pression énorme aplatit et allonge le bloc d'aluminium. Ce processus est répété à travers plusieurs stands de rouleaux, avec l'écart entre chaque paire diminuant progressivement. En conséquence, un lingot qui mesurait à l'origine plusieurs centimètres d'épaisseur, souvent plus de 20 à 25 cm, est progressivement transformé en une feuille métallique mince et uniforme. Au stade final, la feuille atteint son épaisseur cible, souvent jusqu'à quelques dixièmes de millimètre, et est guidée vers l'avant en une bande continue, puis enroulée serrée en grandes bobines. Parmi les innombrables produits fabriqués à partir de métal recyclé, la canette d'aluminium se dresse comme la preuve la plus claire du pouvoir du recyclage, retournant au rayon des magasins quelques semaines plus tard sous une forme entièrement nouvelle. À partir de bobines d'aluminium massives, le processus de formation de canettes commence par l'estampage de feuilles d'aluminium minces en disques plats ronds appelés ébauches. Ces ébauches sont introduites dans une presse d'emboutissage profond où, en un seul coup, le métal est étiré en une petite forme de coupe avec des parois minces et un fond plat. La coupe d'aluminium passe ensuite à travers une série de matrices de repassage, chaque étape rendant la canette plus haute et ses parois plus minces, jusqu'à ce qu'elle atteigne ses dimensions finales. Le bord supérieur de la canette est légèrement rétréci pour préparer l'attachement du couvercle. À l'intérieur de la canette, un revêtement polymère microscopique est pulvérisé pour empêcher l'aluminium d'entrer en contact direct avec la boisson, garantissant à la fois sécurité et rétention de saveur. Finalement, la surface extérieure est décorée en utilisant l'impression rotogravure haute vitesse, permettant à des milliers de canettes par minute d'être finies avec des étiquettes précises. Les canettes terminées sont ensuite empilées par lot, prêtes à entrer dans la ligne de remplissage et de scellage. Une fois qu'elles quittent la ligne de production, les canettes d'aluminium apparaissent partout, empilées sur les rayons des supermarchés, refroidies dans les seaux à glace des cafés, ouvertes lors de fêtes animées ou tranquillement partagées lors de réunions familiales. Chaque jour, des centaines de millions de canettes sont consommées dans le monde, tissées dans le rythme de la vie moderne. Mais la valeur d'une canette d'aluminium ne se termine pas au moment où elle est utilisée. Une fois vide, elle fait face à un carrefour critique. Jetée comme déchet ou placée dans la bonne poubelle de recyclage, débloquant son potentiel de renaissance quasi infini. Dans les pays qui opèrent des systèmes de consigne, plus de 80% des canettes sont récupérées et recyclées en nouveaux produits en quelques semaines seulement. En revanche, les canettes jetées dans les ordures ménagères deviennent un fardeau environnemental, malgré le fait d'être l'un des matériaux les plus durables jamais créés. En fin de compte, c'est le choix du consommateur qui détermine le destin de la canette. Chaque fois que vous déposez une canette dans une poubelle de recyclage, c'est plus qu'un petit acte, c'est un lien vital pour maintenir le cycle vert vivant, garantissant que l'aluminium continue son voyage sans fin au lieu de finir dans une décharge. Nous venons d'assister au voyage remarquable de la renaissance de l'aluminium, un cycle en boucle fermée qui ne se termine jamais vraiment. De ce qui semblait autrefois être de la ferraille sans valeur, l'aluminium renaît sans cesse, retournant à nos vies sous d'innombrables formes. Canettes de soda, cadres de fenêtres, composants d'avions. Ce voyage circulaire n'est pas seulement un triomphe de technologie, c'est aussi le reflet des choix que nous faisons chaque jour. Cette canette dans votre main, elle peut finir comme déchet ou elle peut retourner à la ligne de production et renaître comme quelque chose de nouveau en quelques semaines seulement. La décision réside dans un seul acte simple, la placer dans la bonne poubelle de recyclage. Alors que choisirez-vous? Laisser la vie de la canette se terminer brusquement ou l'aider à continuer son voyage sans fin, contribuant à un avenir plus vert pour nous tous? Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus.